à l'aube d'un matin de brume, lorsque les prairies de l'Île-de-France se couvraient encore de rosée et que Paris n'était qu'une cité bruissante de ruelles étroites, un destin se mettait lentement en place. Rien, en apparence, ne distinguait alors ce jeune royaume de France des autres monarchies européennes, ballottées entre guerres, intrigues et compromis. Et pourtant, dans ce sol encore marqué par les troubles de la Fronde, allait s'élever l'une des plus éclatantes constructions politiques et symboliques de l'histoire moderne. L'absolutisme incarné par un seul homme, un roi qui déciderait de briller comme un astre unique au centre de l'univers français. Louis n'était encore qu'un enfant lorsque la couronne se posa sur sa tête. Un enfant fragile, entouré de complots, de murmures et de défiance. Les souvenirs de son enfance furent imprégnés par la peur, la fuite nocturne hors de Paris, les nobles armés défiant l'autorité royale, les cris de la foule. Ces images s'inscrivirent profondément dans sa mémoire et forgèrent une certitude inébranlable. Jamais plus le pouvoir royal ne serait humilié. Jamais plus il ne dépendrait des caprices, de la noblesse ou des troubles populaires. De cette blessure naquit une vision, froide et lumineuse à la fois. Le roi serait l'État, et l'État se confondrait avec sa personne. Lorsque la régence prit fin et que le jeune souverain décida enfin de gouverner par lui-même, le royaume fut saisi par une lente transformation. Il n'annonça pas de rupture brutale, ne proclama pas de doctrine écrite. Il agit. Chaque geste, chaque décision, chaque silence fut calculé. Là où d'autres auraient cherché le compromis, il imposa la constance. Là où ses prédécesseurs avaient partagé le pouvoir, il le concentra. L'autorité royale devint un principe naturel, presque évident, comme si la France ne pouvait respirer qu'au rythme de la volonté de son monarque. Mais pour qu'un tel pouvoir fût accepté, il fallait le rendre visible, éclatant, incontestable. Le roi comprit très tôt que la domination ne se maintient pas seulement par les lois et les armées, mais aussi par l'imaginaire. Il fallait frapper les esprits, séduire les regards, transformer l'obéissance en admiration. Ainsi naquit l'idée d'un lieu qui ne serait pas seulement une résidence, mais un théâtre permanent du pouvoir. Un lieu où chaque pierre, chaque jardin, chaque couloir raconterait la même histoire, celle d'un ordre parfait centré sur la personne du souverain. Versailles n'était à l'origine qu'un relais de chasse, perdu au milieu des marais. Rien ne prédestinait ce village modeste à devenir le cœur battant du royaume. Et pourtant, sous l'impulsion du roi, le paysage fut remodelé avec une détermination presque démesurée. Les terres furent asséchées, les forêts taillées, les collines nivelées. Des milliers d'ouvriers travaillèrent jour et nuit dans la boue, sous la pluie ou le soleil écrasant, pour donner naissance à une œuvre qui semblait défier les limites humaines. Chaque progrès arraché au sol était une victoire sur la nature, une preuve que la volonté royale pouvait imposer sa loi même aux éléments. Le palais s'étendit lentement, aile après aile, galerie après galerie. Rien n'y était laissé au hasard. La symétrie devint une obsession, reflet de l'ordre que le roi voulait imposer à son royaume. Les jardins, dessinés avec une rigueur géométrique implacable, s'étiraient à perte de vue, ponctués de bassins, de statues et de fontaines. L'eau, si rare sur ce plateau, fut amenée par des machines colossales, défiant la technique de l'époque. Faire jaillir les fontaines au rythme des fêtes royales devint une démonstration de puissance. Même la nature obéissait au roi. À mesure que Versailles prenait forme, la cour y fut attirée, puis progressivement enfermée. Les grands seigneurs, autrefois maîtres de leur province, furent conviés à résider auprès du souverain. Ce qui semblait d'abord un honneur se transforma en une dépendance subtile. À Versailles, tout passait par le roi. Pension, charges, faveurs. La noblesse, privée de son pouvoir politique réel, se vit offrir un autre rôle, celui de spectatrice et d'actrice d'un cérémonial incessant. Chaque journée était rythmée par des rites précis. Le lever, le coucher, les repas, les promenades. Assister à ces moments, y être admis, devenait un privilège convoité.
Ainsi, l'absolutisme ne se manifesta pas seulement par des édits ou des décisions administratives, mais par une mise en scène permanente. Le roi, tel un soleil, se levait chaque matin sous les regards attentifs de la cour, dispensant sa lumière à ceux qu'il choisissait de favoriser. Être vu, être proche, être remarqué, voilà ce qui animait désormais l'aristocratie. Pendant qu'elle rivalisait d'élégance et d'étiquette dans les salons dorés, le pouvoir réel glissait entre les mains du monarque et de ses ministres, silencieux mais efficaces. La France, de son côté, se transformait en profondeur. Les intendants, représentants directs du roi, sillonnaient les provinces, imposant l'autorité royale, là où dominaient autrefois les coutumes locales et les privilèges seigneuriaux. Les lois s'uniformisaient, les impôts se rationalisaient, l'armée devenait permanente et disciplinée. Tout convergeait vers un centre unique. Le royaume cessait peu à peu d'être une mosaïque de territoires pour devenir un corps cohérent, gouverné par une seule volonté. Dans ce nouvel ordre, la guerre jouait un rôle essentiel. Elle était à la fois un instrument politique et un moyen de gloire. Les campagnes militaires, menées avec une précision croissante, renforçaient le prestige du roi et étendaient les frontières du royaume. Chaque victoire était célébrée à Versailles par des fêtes somptueuses, des ballets, des feux d'artifice. L'art lui-même se mit au service de l'État. Peintres, sculpteurs, musiciens furent appelés à glorifier les exploits royaux et à figer dans la pierre et la toile l'image d'un souverain invincible. Peu à peu, une légende prenait forme, celle d'un roi éternel au-dessus des hommes ordinaires, garant de l'ordre et de la grandeur. Cette image, patiemment construite, pénétra les esprits et s'imposa comme une évidence. L'absolutisme n'était plus seulement un système politique, il devenait une culture, une manière de penser le monde où le centre ne pouvait être qu'un seul homme. Et tandis que les dorures de Versailles reflétaient la lumière des chandelles, tandis que les courtisans murmuraient dans les galeries interminables, le soleil poursuivait sa course, certain que son éclat suffirait à maintenir l'univers français dans une parfaite harmonie. Versailles, une fois devenu le cœur vivant du royaume, ne se contenta pas d'absorber la noblesse, il la transforma. Jour après jour, dans le bruissement des étoffes et le parfum lourd des salons, s'opérait une lente métamorphose des esprits. Les anciens seigneurs de guerre, habitués à commander sur leurs terres, apprirent à mesurer chacun de leurs gestes, chacun de leurs mots. Ici, une révérence trop brève pouvait ruiner une carrière. Là, un regard détourné au mauvais moment suffisait à signifier la disgrâce. Le pouvoir ne se prenait plus par l'épée, mais par la proximité, par l'accès au corps du roi, par la maîtrise parfaite d'un cérémonial devenu plus contraignant qu'aucune loi écrite. Le souverain, conscient de cette mécanique invisible, la renforçait sans cesse. Il observait, jaugeait, distribuait faveurs et silence avec une précision implacable. À Versailles, tout avait un sens. Le placement à table, l'ordre des entrées dans une galerie, le droit de tenir un chandelier ou de présenter une chemise devenaient des marqueurs sociaux d'une puissance inouïe. L'humiliation et la gloire se jouaient à quelques pas du trône, dans cet espace clos où le temps semblait suspendu autour de la personne royale. Pendant ce temps, loin des miroirs et des dorures, le royaume poursuivait sa transformation. L'absolutisme ne pouvait survivre s'il restait un simple spectacle. Il lui fallait une ossature solide, un réseau administratif capable de porter la volonté du roi jusque dans les villages les plus reculés. Les intendants, figures discrètes mais redoutées, incarnaient cette nouvelle autorité. Ils ne tenaient en leur pouvoir ni de la naissance ni de la tradition, mais exclusivement de la confiance royale. Par eux, les ordres circulaient, les impôts étaient levés, la justice s'exerçait au nom d'un État désormais centralisé. Cette centralisation pourtant avait un coût. Les guerres, nécessaires à la gloire et à la sécurité du royaume, exigeaient des ressources immenses. Les campagnes militaires engloutissaient l'or et les hommes. Dans les campagnes, la pression fiscale se faisait de plus en plus lourde. Les paysans, éloignés des fastes de Versailles,
ressentait l'absolutisme non comme une lumière, mais comme un poids. Cependant, cette souffrance restait lointaine, presque invisible depuis les salons royaux, où l'on parlait davantage de ballets et de tableaux que de récoltes perdues. L'art, lui, atteignit sous le règne du roi Soleil une ampleur sans précédent. Jamais un monarque n'avait autant compris la force des images. Peinture, sculpture, architectures et musique furent convoqués pour raconter une seule histoire, celle d'un règne parfait, d'un roi invincible, choisi par le destin pour incarner l'ordre. Les plafonds peints représentaient des victoires idéalisées, les statues figées dans le marbre donnaient au souverain les traits des dieux antiques. Même le temps semblait plier devant cette mise en scène, éternisant un présent glorieux où rien ne devait jamais décliner. Mais derrière cette perfection apparente, des tensions couvaient. La cour, enfermée dans son propre théâtre, devenait dépendante, fragile, parfois ridicule. Les intrigues se multipliaient, les alliances se faisaient et se défaisaient dans l'ombre des couloirs. Le roi, seul arbitre, devait sans cesse maintenir l'équilibre entre les ambitions rivales. Son génie politique résidait précisément dans cette capacité à régner sans partage, tout en donnant l'illusion que chacun avait encore un rôle à jouer. Versailles, plus qu'un palais, était devenu un monde en soi, un monde clos, autosuffisant, où la réalité était filtrée, transformée, adoucie par le faste et l'étiquette. Le roi y régnait comme un astre immobile, autour duquel gravitaient des centaines de vies, et pourtant, comme tout soleil, il projetait aussi des ombres longues qui s'étendaient bien au-delà des jardins dessinés avec tant de soin. Car si l'absolutisme semblait à son apogée, il portait déjà en lui les germes de ses propres limites. Plus le pouvoir se concentrait, plus il devenait vulnérable à l'usure du temps, aux erreurs humaines, aux réalités économiques. Mais pour l'instant, rien ne semblait pouvoir ébranler cet édifice. Versailles brillait encore de tout son éclat, et le roi Soleil poursuivait son règne, convaincu que son ordre durerait aussi longtemps que la lumière qu'il projetait sur le royaume. À mesure que les années passaient, le règne du roi Soleil entra dans une phase de maturité où l'éclat se mêlait désormais à la gravité. Versailles continuait de resplendir, mais la légèreté des débuts avait cédé la place à une solennité presque écrasante. Le palais n'était plus seulement un symbole de puissance, il était devenu une machine parfaitement huilée, exigeant une attention constante. Chaque détail devait être maintenu, chaque rituel respecté, chaque hiérarchie préservée, car l'ordre, une fois ébranlé, risquait de révéler les failles dissimulées sous l'or et le marbre. Le roi, vieillissant, se faisait plus grave, plus intérieur. Son visage, autrefois associé à la jeunesse et à l'éclat, portait désormais les marques du temps et des responsabilités accumulées. Pourtant, son autorité demeurait intacte. Plus que jamais, il incarnait l'État, non plus comme une promesse flamboyante, mais comme une nécessité. Le royaume s'était habitué à cette présence constante, presque immuable, et l'idée même d'un pouvoir partagé semblait appartenir à un autre âge. La religion occupait une place centrale dans cette seconde partie du règne. Le souverain, convaincu que l'unité politique passait par l'unité spirituelle, renforça son contrôle sur la vie religieuse du pays. La foi devint un pilier de l'ordre social, un prolongement de l'autorité royale. Ce choix, dicté par une volonté de cohérence et de stabilité, eut cependant des conséquences profondes. L'intolérance grandit, les divergences furent perçues comme des menaces, et le royaume, tout en se voulant uni, se priva d'une partie de ses forces vives. Versailles, pendant ce temps, continuait d'absorber les ressources du pays. Les fêtes se firent plus rares, mais le train de vie demeurait colossal. Entretenir ce monde clos exigeait une richesse constante, une circulation ininterrompue de fonds et de privilèges. Le contraste entre la splendeur du palais et la réalité du royaume devenait de plus en plus saisissant. Là où les courtisans voyaient l'ordre et la beauté, le peuple ressentait souvent l'effort, la contrainte et le sacrifice. Pourtant, l'absolutisme continuait d'imposer sa logique.
Les décisions venaient d'en haut, descendantes, sans appel. Cette verticalité donnait au pouvoir une efficacité redoutable, mais elle l'isolait aussi. Le roi, entouré de conseillers choisis avec soin, n'entendait plus que rarement les murmures lointains de la société. La France fonctionnait, avançait, mais sous une tension constante, comme un mécanisme trop serré. Les guerres, toujours présentes, achevaient de transformer le règne. Elles n'étaient plus seulement des instruments de gloire, mais des épreuves prolongées, coûteuses et incertaines. Chaque victoire était plus difficile à obtenir, chaque défaite plus lourde à accepter. Le mythe du roi invincible, soigneusement entretenu, commençait à se fissurer, non pas dans les discours officiels, mais dans les regards, dans les silences, dans les attentes déçues. Et pourtant, malgré ces ombres, l'image du roi Soleil restait dominante. Son règne avait façonné une France nouvelle, centralisée, disciplinée, consciente de sa puissance et de son identité. L'absolutisme avait imposé une vision claire du pouvoir, simple dans sa forme, implacable dans son application. Versailles demeurait le cœur de ce système, battant au rythme d'un roi qui, même affaibli par l'âge, refusait de laisser son œuvre lui échapper. Ainsi, sous les plafonds peints et les dorures silencieuses, s'installait une atmosphère nouvelle, plus lourde, plus solennelle. Le soleil brillait encore, mais sa lumière, désormais, semblait annoncer non plus l'aube d'un monde nouveau, mais le crépuscule lent d'un règne qui avait voulu être éternel. Le temps, inexorable, poursuivait son œuvre. À Versailles, chaque jour ressemblait au précédent, mais quelque chose d'imperceptible avait changé. Le palais n'était plus porté par l'élan de la conquête ou l'ivresse de la jeunesse. Il reposait désormais sur l'habitude, sur la répétition minutieuse de gestes devenus presque mécaniques. L'absolutisme, parvenu à sa pleine maturité, s'était figé dans une forme parfaite mais rigide, dont la moindre fissure risquait de s'élargir. Le roi, conscient de l'approche de sa fin, redoubla d'efforts pour fixer son héritage. Il ne s'agissait plus seulement de gouverner, mais d'inscrire son règne dans l'éternité. Les lois furent codifiées, les institutions renforcées, les traditions de cour rendues encore plus strictes. Chaque règle, chaque usage avait pour fonction de survivre à l'homme, de prolonger sa volonté bien au-delà de sa propre existence. Versailles devait demeurer le centre du monde français, même lorsque le soleil se coucherait. Autour de lui, cependant, la cour avait changé de visage. Les grandes figures des premières années avaient disparu, remplacées par une nouvelle génération, moins audacieuse, plus prudente. Ces courtisans n'avaient jamais connu un autre système que celui de l'absolutisme achevé. Pour eux, la dépendance au roi était naturelle, presque évidente. Ils vivaient dans un univers où l'obéissance et la faveur avaient remplacé l'initiative et l'indépendance. Ce monde était stable, mais fragile, car il reposait entièrement sur la permanence d'un ordre immuable. Dans le royaume, les conséquences de cette longue centralisation devenaient plus visibles. L'administration fonctionnait avec une efficacité redoutable, mais sans souplesse. Les décisions prises au sommet mettaient du temps à s'adapter aux réalités locales. Les provinces obéissaient, mais parfois sans comprendre, parfois sans adhérer. Le silence apparent masquait une lassitude profonde, une fatigue accumulée au fil des années de contraintes et d'efforts. Versailles, pourtant, continuait de nier cette réalité. Les galeries demeuraient éclatantes, les jardins parfaitement entretenus, comme si la beauté pouvait suspendre le cours du temps. Le palais était devenu un monument à la gloire d'un règne, mais aussi une prison dorée pour ceux qui y vivaient. Tout y était réglé, ordonné, prévu. L'imprévu, l'élan spontané, la contestation n'y avait plus de place. Le roi, dans ses appartements silencieux, mesurait sans doute la portée de ce qu'il avait bâti. Il avait dompté la noblesse, discipliné le royaume, imposé une vision claire et cohérente du pouvoir. Mais cette réussite avait un revers. En concentrant tout en sa personne, il avait rendu l'ensemble dépendant d'un seul centre. L'absolutisme avait triomphé, mais il ne laissait aucune marge à l'erreur, aucune respiration possible.
Lorsque le soleil commença réellement à décliner, l'ombre qu'il projetait fut immense. La France se retrouva face à un héritage colossal, aussi impressionnant que lourd à porter. Versailles demeurait intact, majestueux, symbole d'une époque où le pouvoir avait cru pouvoir se confondre avec l'éternité. Mais sous les dorures figées, une question muette s'installait. Que deviendrait cet ordre parfait lorsque l'astre qu'il avait créé disparaîtrait? Ainsi s'achevait lentement l'apogée de l'absolutisme, non dans un fracas, mais dans un silence solennel, chargé de mémoire et de pressentiments. Le roi Soleil avait illuminé son siècle, façonné un monde à son image, et laissé derrière lui un palais qui, plus qu'un simple lieu, incarnait à jamais la grandeur et les limites d'un pouvoir absolu. Après la disparition progressive de l'élan créateur, Versailles entra dans une nouvelle phase de son existence, celle de la survivance. Le palais continuait de fonctionner, de respirer selon les règles établies, mais l'esprit qu'il avait façonné n'était plus tout à fait le même. Le roi Soleil était encore là, physiquement présent, mais son règne appartenait déjà à l'histoire. Chaque jour supplémentaire ressemblait à une prolongation, à une victoire arrachée au temps, et pourtant, chacun sentait confusément que l'essentiel avait déjà été accompli. La cour vivait désormais dans une forme de recueillement feutré. Les intrigues s'étaient faites plus prudentes, les ambitions plus discrètes. On ne cherchait plus à bouleverser l'ordre, mais à s'y maintenir, à ne pas en être exclu. La peur de la disgrâce avait remplacé l'espoir de l'ascension fulgurante. Versailles, autrefois espace de conquête sociale, était devenu un lieu de conservation, presque de fossilisation, où chacun veillait à préserver sa position dans un monde qui refusait de changer. Le roi, affaibli par les épreuves personnelles et les pertes successives, se repliait davantage sur une piété rigoureuse. La splendeur extérieure cédait peu à peu la place à une gravité presque austère. Les fêtes, autrefois éclatantes, se raréfiaient. Les appartements se faisaient plus silencieux. L'absolutisme qui avait tant misé sur la représentation et la lumière se confrontait désormais à l'intimité du pouvoir, à sa solitude fondamentale. Dans le royaume, les effets de ce long règne s'accumulaient. La France était puissante, respectée, crainte parfois, mais elle était aussi épuisée. Les guerres avaient laissé des traces profondes, les finances étaient fragiles, la société plus tendue qu'elle ne l'avait jamais été. Pourtant, l'habitude de l'obéissance empêchait toute remise en question ouverte. Le peuple avait appris à vivre sous l'ombre d'un pouvoir lointain, majestueux, mais inaccessible. Versailles, en continuant de rayonner, entretenait l'illusion de la permanence. Les visiteurs étrangers, éblouis par la grandeur du palais, y voyaient la preuve éclatante de la supériorité française. Ils ne percevaient au pas toujours les fissures invisibles, les silences lourds, les regards fatigués. Le château restait un chef-d'œuvre, mais il était devenu aussi un monument figé, tourné vers le passé autant que vers le présent. À l'approche de la fin, le roi Soleil semblait incarner à lui seul le paradoxe de l'absolutisme. Il avait donné au royaume une cohérence, une stabilité, une identité forte. Mais cette œuvre, immense, exigeait désormais une continuité parfaite, presque impossible à assurer. En centralisant tout, il avait élevé la monarchie à un niveau inégalé, tout en la rendant dépendante d'une autorité unique, fragile face au temps. Lorsque le crépuscule s'installa définitivement sur le règne, il ne provoqua ni effondrement immédiat ni rupture brutale. Il laissa derrière lui un monde ordonné, discipliné, profondément marqué par l'idée que le pouvoir pouvait être absolu, total, incarné. Versailles demeurait silencieux témoin de cette ambition hors norme. Et dans ces galeries immobiles, l'écho d'un règne continuait de résonner, rappelant à ceux qui viendraient, après que la lumière la plus éclatante projette toujours les ombres les plus longues. Le règne s'étirait désormais comme une longue fin d'après-midi d'hiver, froide et silencieuse, où la lumière subsiste encore mais sans chaleur. À Versailles, tout continuait selon l'ordre immuable établi depuis des décennies, mais cet ordre n'était plus porté par l'enthousiasme, il survivait par inertie. Les couloirs, autrefois vibrants de conversations et de rivalités flamboyantes,
semblait absorber les pas des courtisans dans une retenue presque religieuse. Chacun sentait que l'époque touchait à son terme, sans oser le formuler. Le roi Soleil, désormais très âgé, était devenu le symbole vivant de la durée. Son corps fatigué incarnait à lui seul la longévité exceptionnelle d'un règne qui avait traversé plusieurs générations. Autour de lui, presque tous avaient changé. Ministres, nobles, artistes. Lui seul demeurait tel un vestige sacré, rappelant que tout ce monde avait été construit par sa volonté. Sa simple présence suffisait encore à maintenir l'ordre, comme si le système entier reposait sur son souffle. La cour, dans cette atmosphère crépusculaire, se faisait plus prudente que jamais. L'avenir inquiétait. Personne n'ignorait que l'absolutisme, dans sa forme la plus achevée, dépendait d'un homme unique, irremplaçable. Les regards se tournaient déjà vers l'après, vers un futur incertain que Versailles, malgré toute sa splendeur, ne parvenait plus à masquer. Derrière les révérences et les silences respectueux se cachait une interrogation sourde. Que deviendrait ce monde sans celui qui lui avait donné sens? Dans le royaume, la distance entre le centre et la périphérie se faisait plus pesante. La France demeurait structurée, encadrée, obéissante, mais l'énergie semblait s'épuiser. Les mécanismes administratifs fonctionnaient encore, mais sans l'élan qui les avait autrefois animés. L'État absolu, si impressionnant par sa cohérence, montrait les signes d'une fatigue profonde, comme un géant dont chaque mouvement exige désormais un effort considérable. Versailles, fidèle à sa vocation, continuait pourtant de nier le temps. Les jardins restaient taillés avec une précision parfaite, les fontaines jaillissaient selon des horaires immuables, les cérémonies se déroulaient avec la même exactitude qu'autrefois. Le palais semblait refuser l'idée même de la fin, comme si la répétition pouvait conjurer l'inévitable. Mais cette perfection avait quelque chose de mélancolique. Elle ne créait plus, elle conservait. Le roi Soleil, dans ses derniers instants de pouvoir, apparaissait moins comme un conquérant que comme le gardien d'une œuvre monumentale. Il ne cherchait plus à étendre son rayonnement, mais à empêcher son effritement. Son absolutisme, arrivé à son accomplissement ultime, n'avait plus rien à prouver. Il devait seulement durer encore un peu, résister au temps, repousser le moment où l'astre s'éteindrait. Ainsi, l'époque s'acheminait lentement vers un basculement inévitable, sans rupture brutale, sans drame immédiat, mais avec la gravité silencieuse des fins de cycle. Versailles demeurait debout, intact, imposant, mais il était devenu le témoin d'un pouvoir arrivé à son extrême limite. Et dans ce silence doré, chargé d'histoire et d'attente, l'absolutisme du roi Soleil poursuivait ses derniers pas, conscient peut-être que même la lumière la plus puissante finit toujours par décliner. La fin approchait, non comme un choc brutal, mais comme une nuit qui tombe lentement sur un paysage familier. À Versailles, cette lenteur était presque cérémonielle. Le palais, conçu pour magnifier l'éternité du pouvoir, semblait retenir son souffle. Chaque galerie, chaque salon conservait l'empreinte d'un règne si long qu'il avait fini par se confondre avec le temps lui-même. Beaucoup n'avaient ni connu que ce roi, qu'un seul ordre, qu'une seule manière de penser l'État. Le roi Soleil, désormais affaibli, n'apparaissait plus que rarement en public. Lorsqu'il le faisait, le silence devenait presque sacré. Les courtisans, figés dans leur révérence, voyaient en lui moins un homme qu'un symbole vivant, fragile, mais encore redouté. Sa simple présence rappelait que tout ce monde avait été bâti autour de sa personne, que chaque règle, chaque privilège, chaque hiérarchie portait la marque de sa volonté. L'absolutisme, arrivé à son sommet, semblait suspendu à ce corps fatigué. Dans l'ombre, les regards se tournaient vers l'avenir. Les héritiers étaient là, mais aucun ne portait encore cette aura écrasante, cette autorité forgée par des décennies de pouvoir sans partage. Versailles, habitué à graviter autour d'un centre incontestable, semblait déjà éprouver un léger vertige. Le système, si parfaitement réglé, révélait sa dépendance absolue à l'homme qui l'avait créé. Le royaume, lui, observait ce silence avec une distance résignée.
Les populations continuaient de vivre sous l'ordre imposé depuis si longtemps qu'il semblait naturel. Pourtant, l'idée même du changement, jusque-là impensable, commençait à prendre forme dans les esprits. Non pas encore comme une contestation ouverte, mais comme une attente confuse, un pressentiment que l'immobilité ne pourrait durer éternellement. Versailles demeurait cependant fidèle à sa fonction ultime, masquer les failles, prolonger l'illusion de la permanence. Les cérémonies continuaient, bien que plus sobres. Les jardins restaient impeccables. Tout semblait indiquer que rien ne devait changer. Mais cette stabilité apparente avait quelque chose de figé, presque irréel, comme un décor maintenu en place après la fin d'une représentation. Le roi Soleil, dans ces derniers temps, incarnait plus que jamais la contradiction de son œuvre. Il avait voulu un pouvoir total, indiscutable, éternel. Il y était parvenu. Mais cette perfection même laissait peu de place à l'adaptation. En façonnant un État à son image, il l'avait rendu grandiose, mais aussi vulnérable au moment où cette image disparaîtrait. Lorsque la lumière commença véritablement à s'éteindre, elle ne provoqua ni chaos immédiat ni effondrement soudain. Elle laissa derrière elle un silence lourd, chargé d'histoire. Versailles restait debout, intact, mais désormais privé de l'astre autour duquel il avait été conçu. L'absolutisme, arrivé à son accomplissement ultime, se retrouvait face à sa plus grande épreuve, survivre à celui qui l'avait incarné. Ainsi se refermait lentement une époque, non dans le fracas des révolutions, mais dans le murmure d'un monde qui prend conscience, trop tard peut-être, que même le pouvoir le plus absolu ne peut arrêter le cours du temps. Le soleil s'était couché, laissant derrière lui un palais éclatant, un royaume façonné et l'ombre immense d'un règne qui continuerait longtemps de hanter l'histoire. Après la disparition du roi Soleil, Versailles entra dans un temps étrange, suspendu entre la mémoire et l'avenir. Le palais demeurait intact, imposant, presque inchangé, mais il avait perdu ce qui lui donnait sens. Les galeries, autrefois animées par la présence souveraine, semblaient désormais trop vastes, trop silencieuses. Chaque pas résonnait comme un rappel. Ce lieu avait été conçu pour un seul homme, pour une seule volonté, et cette volonté n'était plus. L'absolutisme, privé de son incarnation parfaite, révélait soudain toute sa fragilité. Le système survivait, car il était solidement bâti, mais il n'irradiait plus. L'autorité existait encore, mais elle ne fascinait plus de la même manière. Ce qui avait été naturel sous un règne long et incontesté devenait désormais mécanique, presque artificiel. Les rites se poursuivaient, mais leur sens s'émoussait, comme une langue que l'on continue de parler sans en ressentir la force originelle. La cour, confrontée à cette absence, se trouvait désorientée. Les courtisans, habitués à se définir par leur proximité avec le centre du pouvoir, cherchaient de nouveaux repères. Les alliances changeaient subtilement de nature. On ne cherchait plus seulement à plaire, mais à prévoir, à anticiper un avenir incertain. Versailles, qui avait été un instrument de contrôle absolu, devenait peu à peu un espace de transition, où l'on tentait de maintenir un ordre hérité sans en maîtriser pleinement l'esprit. Dans le royaume, les effets de cette transformation se faisaient lentement sentir. L'État restait centralisé, puissant, discipliné, mais quelque chose s'était déplacé. L'obéissance n'était plus portée par l'admiration, mais par l'habitude. La distance entre le pouvoir et la société, longtemps masquée par la grandeur du règne, apparaissait plus nettement. Les fondations posées par l'absolutisme tenaient encore, mais elles n'étaient plus animées par la même certitude. Versailles, en tant que symbole, conservait pourtant une force immense. Il demeurait la preuve tangible qu'un homme avait réussi à concentrer le pouvoir, à organiser un royaume entier autour de sa personne, à transformer l'autorité en spectacle permanent. Le palais survivait au roi, mais il survivait aussi comme une question silencieuse. Jusqu'où peut aller un pouvoir qui se veut absolu, et que reste-t-il lorsque celui qui l'a incarné disparaît? Ainsi, l'héritage du roi Soleil ne se mesurait pas seulement en pierre, en jardin ou en institution. Il se lisait dans les mentalités, dans cette idée profondément ancrée que l'État pouvait être fort, centralisé, dominant,
mais aussi dans la prise de conscience progressive de ses limites. L'absolutisme avait atteint son sommet, et ce sommet, désormais derrière lui, dessinait une pente nouvelle. Versailles restait debout, éclatant sous le ciel français, mais son silence parlait plus fort que toutes les fêtes passées. Il racontait l'histoire d'une époque où le pouvoir avait voulu se faire éternel, où un roi avait brillé comme un soleil unique, et où cette lumière, en s'éteignant, avait laissé derrière elle un monde profondément transformé, prêt, sans encore le savoir, à entrer dans une ère différente. Le temps suivant fut celui de la continuité sans ferveur, d'un absolutisme qui persistait plus par sa structure que par sa force intérieure. Versailles demeurait le centre officiel du royaume, mais son rayonnement n'avait plus la même intensité. Le palais, autrefois moteur du pouvoir, se faisait désormais miroir d'un système hérité, respecté, mais de moins en moins compris dans toute sa profondeur. La monarchie poursuivait les rites établis, fidèle aux formes léguées par le roi Soleil. Les cérémonies conservèrent leur précision, l'étiquette restait inflexible, l'administration continuait d'obéir à une logique centralisée. Pourtant, quelque chose d'essentiel manquait, la conviction absolue. Là où jadis chaque geste semblait découler naturellement d'une autorité incontestable, apparaissait maintenant un léger décalage, presque imperceptible, entre la forme et le fond. La cour, toujours présente à Versailles, se montrait plus prudente, plus calculatrice. Elle avait perdu l'illusion d'un ordre éternel, tout en n'ayant pas encore imaginé d'alternative. Les courtisans vivaient dans une attente silencieuse, conscients que le monde qu'ils connaissaient reposait sur un équilibre fragile. L'absolutisme, autrefois vécu comme une évidence, devenait progressivement une tradition à maintenir plutôt qu'un principe à incarner. Dans le royaume, cette évolution se traduisait par un changement lent mais profond des mentalités. L'État restait puissant, mais la distance entre le pouvoir et la société s'élargissait. Les décisions venues d'en haut continuèrent de s'imposer, mais elles suscitaient moins d'adhésion instinctive. La centralisation, si efficace sous un règne charismatique, révélait désormais ses limites face à une réalité plus complexe, plus mouvante. Versailles, symbole figé de la grandeur passée, semblait observer ce glissement sans pouvoir l'empêcher. Le palais n'était plus un instrument vivant du pouvoir absolu, mais un monument chargé de mémoire. Il rappelait ce que l'absolutisme avait été capable de produire de plus accompli, tout en soulignant, par contraste, l'impossibilité de reproduire indéfiniment cette perfection. L'héritage du roi Soleil pesait ainsi sur chaque décision, sur chaque geste. Gouverner après lui revenait à se mesurer à une œuvre totale, presque écrasante. L'absolutisme survivait, mais il n'innovait plus. Il se protégeait, se répétait, se conservait. Et dans cette conservation même, il commençait à s'éloigner de l'élan qui l'avait rendu si puissant. Versailles, toujours majestueux, demeurait le témoin silencieux de cette transition. Ces murs racontaient une époque où le pouvoir avait osé se vouloir sans limite, où un roi avait réussi à concentrer autour de lui l'État, la société et l'imaginaire collectif. Désormais, cette époque s'éloignait lentement, laissant derrière elle une structure impressionnante mais vulnérable, prête à être interrogée, remise en question, peut-être un jour dépassée. Ainsi, sans bruit, sans rupture immédiate, l'absolutisme entrait dans une phase nouvelle, celle où il cessait d'être une création vivante pour devenir un héritage. Et Versailles, plus que jamais, en portait la trace, immobile, éclatant, mais habité par le souvenir d'un soleil qui ne brillait plus. Versailles, désormais vidé de sa lumière première, restait pourtant un point fixe dans l'imaginaire collectif. Les couloirs, les salons, les jardins semblaient porter en eux la trace d'un règne achevé qui avait transformé une nation entière. Ceux qui arpentaient ces lieux y voyaient encore la puissance passée, mais aussi l'écho d'un temps révolu, comme si les murs saturés de mémoire continuaient de murmurer les ombres de ce qui avait été. La cour, désormais plus disciplinée que fascinée, répandait une atmosphère étrange, une forme de respect mêlée à une reconnaissance implicite de l'influence irrémédiablement déclinante de l'absolutisme.
chacun s'efforçait de conserver les formes, les usages et les rites, même si dans les cœurs, l'élan qui avait animé ces pratiques avait peu à peu disparu. Les gestes restaient, mais leur sens profond s'érodait lentement, comme un flot qui recule de la rive, laissant apparaître la plage nue sous les pas des courtisans. Dans le royaume, l'impact de cette évolution devenait tangible. Les institutions, bâties pour servir un pouvoir central fort, continuaient à fonctionner, mais leur efficacité semblait plus contrainte. Les décisions, même si elles restaient descendantes, rencontraient parfois les résistances silencieuses de provinces qui n'avaient plus à répondre à l'appel vibrant d'une autorité charismatique. L'obéissance, jadis vivifiée par l'idéal monarchique, devenait une habitude plus qu'une adhésion fervente. Et pourtant, au cœur de cette stabilité apparente, germait une tension nouvelle, l'idée que l'avenir ne pouvait être une simple réplique du passé. Des voix, discrètes mais présentes, commençaient à se faire entendre dans les salons, dans les cercles d'intellectuels, dans les provinces. Elles questionnaient timidement d'abord les fondements d'un pouvoir qui avait tout placé dans les mains d'un seul homme. Elles s'interrogeaient sur la pertinence d'un système qui, pour être préservé, devait ignorer les aspirations de ceux qui n'avaient jamais vu de près les ors des galeries du palais. La pression fiscale, lourde et constante, continuait de peser sur les épaules des paysans, tandis que les bourgeois des villes, enrichis par le commerce et l'artisanat, demandaient à être davantage reconnus pour leur contribution au dynamisme du royaume. Ces tensions, jusqu'alors maîtrisées par la force symbolique et politique de la monarchie, commençaient à ressurgir, non comme une menace immédiate, mais comme une question ouverte à l'avenir. Versailles, dans tout cela, conservait un rôle paradoxal. Il était à la fois le témoin immobile d'un âge révolu et la scène où se jouait lentement l'adaptation d'une société à un monde qui ne pouvait rester figé indéfiniment. Les jardins, si rigoureusement taillés, continuaient de montrer l'ordre imposé par l'absolutisme, mais les arbres croissaient, silencieusement, en dehors des allées strictement tracées, comme des signes muets de liberté. Les grands salons, où l'on parlait jadis avec ferveur de gloire, de conquêtes et de grandeur, se transformaient peu à peu en lieux d'échanges plus variés, où l'on évoquait aussi les idées nouvelles, les sciences, les lettres, les progrès imprévus. L'absolutisme, loin de se dissoudre subitement, était en cours de transformation profonde. Il devait désormais coexister avec des aspirations multiples, plus larges que la seule volonté d'un monarque. Et dans ce changement discret, mais réel, se dessinait l'avenir de la France, non plus uniquement comme royaume fondé sur l'autorité incontestable du roi, mais comme une nation en devenir, prête à intégrer d'autres voies, d'autres forces, d'autres visions. Le monde conçu sous l'éclat du roi Soleil n'était plus simplement à préserver. Il devait être repensé, adapté, dépassé. Ainsi, dans le silence doré des salles de Versailles, où chaque tableau, chaque fresco racontait la grandeur d'un passé achevé, germait pourtant une nouvelle dynamique. Les pierres restaient immenses et chargées de mémoire. Mais autour d'elles, les esprits commençaient à bouger, à imaginer un monde qui ne pourrait plus reposer sur un seul centre de lumière, mais sur une constellation d'intérêts, d'idées et de voix prêtes à prendre part à la grande histoire du royaume. La France, sortie de l'ombre du règne du roi Soleil, se trouvait à un tournant délicat. Versailles restait le cœur de la monarchie, mais désormais, le palais n'était plus le simple reflet d'une volonté unique. Il devait composer avec les aspirations nouvelles qui se faisaient sentir dans tout le royaume. L'absolutisme, si longtemps centralisé et glorifié, devait désormais trouver sa place dans un monde où l'ombre du passé pesait autant que la lumière qu'il avait jadis diffusée. Les générations qui avaient grandi sous le règne du roi Soleil observaient ce monde avec des yeux différents. Pour elles, la cour n'était plus un théâtre de conquête sociale, mais un lieu d'apprentissage et de représentation. Les fastes, les règles, les cérémonies servaient à former les élites à comprendre le pouvoir plutôt qu'à en devenir les maîtres. La centralisation administrative héritée de Louis XIV continuait d'assurer un ordre impressionnant.
mais la fascination initiale laissait progressivement place à une réflexion plus critique sur l'usage et les limites de ce pouvoir. Versailles, symbole figé et imposant, continuait de jouer son rôle, maintenir l'apparence d'un ordre parfait. Les jardins, les fontaines et les dorures reflétaient encore le rayonnement passé, mais les courtisans, moins liés par la peur que par l'habitude, se déplaçaient désormais dans ces espaces avec un mélange de respect et de calcul. Le cérémonial, s'il continuait de structurer la vie de la cour, devenait un moyen de gérer les relations entre nobles et non plus seulement de concentrer le pouvoir sur la personne du roi. L'influence culturelle, artistique et scientifique de cette période commençait à se répandre au-delà des murs de Versailles. Les académies, les ateliers et les salons intellectuels favorisaient un dialogue entre tradition et innovation. Les arts, qui avaient servi à glorifier le roi Soleil, devenaient aussi des instruments pour réfléchir à la société, à l'État et aux relations entre gouvernants et gouvernés. L'absolutisme ne disparaissait pas, mais il devait désormais s'adapter à une France qui pensait, observait et évaluait le pouvoir avec plus de distance. Le royaume, bien que toujours structuré autour d'un centre fort, montrait ses fragilités. Les tensions sociales, les disparités économiques et les attentes de la bourgeoisie urbaine mettaient l'administration à l'épreuve. L'autorité, jadis incontestée grâce à la présence charismatique du roi, devait désormais se maintenir par l'efficacité, la légitimité et la capacité d'anticiper les besoins et mécontentements des sujets. Versailles demeurait le symbole de cette centralisation, mais il devenait aussi le miroir d'une société qui commençait à envisager d'autres formes de pouvoir. Ainsi, l'héritage du roi Soleil, à la fois éclatant et contraignant, continuait de structurer la France. L'absolutisme qui avait incarné la perfection du pouvoir centralisé entrait désormais dans une phase où la stabilité devait être équilibrée avec la nécessité d'adaptation. Versailles, fidèle à sa mission, reflétait cette dualité, un monument au triomphe du pouvoir royal et un témoignage des défis que ce même pouvoir devait désormais affronter pour survivre dans un monde en mutation. L'influence du roi Soleil continuait de se faire sentir même après les années de sa disparition. Versailles demeurait le centre névralgique d'une France où le pouvoir, centralisé et rigide, avait façonné la culture, l'art et la société tout entière. Pourtant, la cour avait changé. Les générations nouvelles, qui n'avaient pas connu le monarque vivant, expérimentaient un rapport plus distancié avec le faste et les obligations. Les rituels, autrefois imposés par la peur et l'admiration, devenaient des repères sociaux, des repères d'étiquette et de prestige, mais aussi des contraintes que chacun devait apprendre à gérer avec prudence et intelligence. La centralisation, héritée de Louis XIV, assurait encore la cohésion du royaume, mais elle montrait désormais ses limites face aux nouvelles dynamiques économiques et sociales. Les intendants parcouraient les provinces avec efficacité, maintenant les impôts, supervisant la justice et surveillant la discipline. Mais la France devenait plus complexe. Le commerce croissant, l'influence de la bourgeoisie et la mobilité sociale introduisaient des tensions qu'aucune ordonnance ne pouvait résoudre complètement. À Versailles, le palais brillait toujours, mais il rayonnait différemment, non plus par l'énergie directe d'un roi absolu, mais comme une mémoire imposante, un témoignage tangible de ce que l'absolutisme avait pu accomplir. Les salons et les galeries continuaient de former les élites, mais désormais la fascination laissait place à l'analyse, à la réflexion. L'art et la science, naguère instruments de glorification royale, devenaient des moyens de questionner, de comprendre et parfois de critiquer le monde tel qu'il avait été ordonné. Le peuple, loin des ors et des jardins géométriques, ressentait aussi l'héritage de ce règne. La pression fiscale, le rôle des institutions et l'autorité centralisée continuaient de structurer la vie quotidienne, mais l'adhésion n'était plus instinctive. L'absolutisme puissant et majestueux dans sa forme devait désormais composer avec la diversité et la complexité croissante d'une société qui pensait par elle-même et commençait à concevoir un pouvoir moins personnel et plus partagé. Ainsi, le XVIIIe siècle s'ouvrait sur une France façonnée par le roi Soleil, mais prête à entrer dans une ère où l'autorité ne pourrait plus se confondre avec un seul homme.
Versailles demeurait, majestueux et imposant, le témoin silencieux d'un âge de grandeur, mais aussi le lieu où se préparait imperceptiblement l'évolution d'une monarchie confrontée à ses propres limites et aux prémices d'une modernité à venir. La France, façonnée par l'empreinte du roi Soleil, commençait à sentir les effets subtils mais persistants de ce pouvoir concentré. À Versailles, le faste demeurait, mais les raisons de ce faste avaient changé. Le palais n'était plus simplement un instrument de contrôle et d'admiration, il devenait un centre de mémoire et d'éducation pour la noblesse, une école où les règles et l'étiquette enseignaient la maîtrise du pouvoir et la discipline sociale. Les courtisans s'adaptaient à cette nouvelle réalité. Ceux qui avaient grandi dans l'ombre directe du roi Soleil avaient appris à naviguer entre la crainte et la loyauté, tandis que les jeunes générations découvraient une cour où les relations se réglaient davantage sur la stratégie et la connaissance des usages que sur la proximité immédiate avec le roi. L'absolutisme avait ainsi légué un modèle, un État centralisé, capable de maintenir la cohésion et de discipliner, mais désormais dépendant de sa capacité à se faire comprendre et accepter par ceux qu'il gouvernait. Dans le royaume, l'administration continuait de fonctionner avec la précision héritée de Louis XIV. Les intendants surveillaient la collecte des impôts, l'application des lois et l'organisation militaire. Cependant, la société elle-même se complexifiait. Le commerce et l'artisanat se développaient, la bourgeoisie gagnait en influence et de nouvelles idées circulaient, remettant subtilement en question la centralité du pouvoir royal. L'absolutisme n'était plus seulement imposé, il devait se justifier, se maintenir et s'adapter à une France plus mobile et plus consciente de ses capacités. Versailles demeurait le symbole tangible de cette puissance passée et présente. Les jardins, les fontaines et les galeries reflétaient encore l'ordre et la grandeur, mais ils étaient aussi le miroir des limites de ce système. La perfection formelle ne suffisait pas à garantir la vivacité et l'adhésion. L'éclat du roi Soleil continuait de briller dans la mémoire des hommes, mais l'avenir de la monarchie dépendait désormais de sa capacité à intégrer la diversité et l'intelligence de ses sujets. Ainsi, l'absolutisme, triomphant dans sa structure mais fragile dans sa dépendance aux hommes, se maintenait par l'art, l'éducation et l'administration. Versailles, éternel témoin, incarnait à la fois le sommet atteint par le pouvoir et le défi permanent de sa conservation. La France, richement organisée et disciplinée, se préparait à affronter un monde où la lumière d'un seul soleil ne pouvait plus suffire et où l'adaptation serait la clé pour maintenir l'ordre et la cohésion dans les décennies à venir. La cour continuait à vivre selon les règles rigides héritées du roi Soleil. Mais l'esprit qui animait autrefois Versailles avait changé. Les fastes, les cérémonies et les jardins restaient impeccables, mais ils n'étaient plus que des souvenirs vivants d'un âge où le pouvoir s'incarnait dans la personne du monarque. Chaque geste, chaque révérence, chaque placement à table témoignait d'une discipline acquise, d'une connaissance de l'étiquette qui remplaçait l'admiration spontanée par la maîtrise consciente des apparences. Les nobles, autrefois acteurs directs d'un système de récompense et de punition, se retrouvaient désormais dans un rôle plus ritualisé. L'accès aux privilèges dépendait moins de la proximité immédiate du roi que de la capacité à naviguer dans un labyrinthe de codes et de conventions. L'absolutisme, bien que toujours structurellement intact, s'appuyait désormais sur la répétition des formes et la mémoire collective plutôt que sur la force de l'instant. Dans le royaume, la centralisation héritée de Louis XIV continuait de produire ses effets. Les intendants administraient les provinces avec la précision et la discipline héritées du règne. Les impôts étaient déjà perçus, les lois appliquées, l'armée organisée. Cependant, la société devenait plus complexe, plus diverse et plus consciente de ses droits et capacités. L'autorité absolue, si impressionnante dans sa conception, devait désormais composer avec des acteurs sociaux plus mobiles et plus exigeants. Versailles, monument du pouvoir, conservait son rôle de symbole. Il rappelait la puissance passée, l'ordre établi et la grandeur du règne du roi Soleil. Mais le palais commençait aussi à refléter les limites de ce système,
une autorité qui repose entièrement sur un seul centre est vulnérable au temps, aux changements sociaux et aux aspirations nouvelles. Les dorures et les jardins, aussi parfaits soient-ils, ne pouvaient plus garantir que le cœur et l'esprit des hommes suivent encore le rythme imposé par un monarque unique. Ainsi, à travers la lumière et les ombres des vastes galeries, Versailles incarnait désormais la double réalité de l'absolutisme, un triomphe architectural et administratif hors du commun, mais aussi la conscience implicite que la pérennité du pouvoir exige plus que la perfection des formes. Elle demande adaptation, dialogue et compréhension des forces vives d'un royaume en transformation. La cour de Versailles, bien que toujours somptueuse, commençait à montrer les signes d'une évolution inéluctable. Les générations qui avaient connu le roi Soleil avaient transmis ses usages et son étiquette. Mais l'énergie directe de son règne, cette force irrésistible qui captivait et disciplinait, s'était progressivement estompée. Les fastes demeuraient, les jardins continuaient d'éblouir, mais derrière cette apparence, la cour se mouvait avec plus de prudence, consciente que l'autorité ne reposait plus uniquement sur un centre charismatique. Les jeunes nobles, élevés dans l'ombre d'un monarque absent, apprenaient à manier l'influence par l'habileté et la stratégie plutôt que par la proximité directe avec le roi. L'absolutisme, si brillant et incontesté sous Louis XIV, se transformait. Il devenait un ensemble de règles et de conventions, un réseau de pouvoirs administratifs et symboliques qui conservait l'ordre mais demandait désormais intelligence et prévoyance pour être navigué avec succès. Dans les provinces, la centralisation continuait d'assurer la cohésion du royaume, mais l'efficacité absolue du passé laissait place à des interactions plus nuancées. Les intendants appliquaient toujours la loi, collectaient les impôts et supervisaient la justice, mais l'esprit du royaume s'étoffait. L'économie, la culture et les aspirations des bourgeois et des artisans introduisaient une complexité que le système devait intégrer pour survivre. L'absolutisme ne disparaissait pas, il se réinventa, cherchant un équilibre entre tradition et adaptation. Versailles, symbole éternel, reflétait cette tension. Ses murs et ses dorures racontaient la puissance et la gloire du passé, mais également la fragilité du présent. L'art, la musique et les cérémonies restaient des instruments de contrôle et de prestige, mais ils servaient aussi à enseigner, à rappeler les règles et à maintenir une cohésion sociale plus subtile. La cour n'était plus un théâtre de conquête, mais une école de diplomatie et de discipline où le pouvoir se transmettait comme un héritage à protéger plutôt qu'une force à imposer. Ainsi, le règne du roi Soleil, même terminé, continuait de marquer la France. L'absolutisme perdurait, mais sous une forme transformée, adaptée à une société plus complexe où le pouvoir devait s'inscrire dans la durée, conciliant tradition et réalité nouvelle. Versailles, toujours majestueux, demeurait le témoin silencieux de cette transition, rappelant que la grandeur et l'ordre, aussi impressionnants soient-ils, nécessitent un équilibre constant entre autorité, mémoire et adaptation. La cour, désormais installée dans la routine héritée du roi Soleil, vivait un équilibre subtil entre tradition et adaptation. Les fastes et cérémonies qui avaient servi à imposer l'autorité absolue étaient toujours observés avec précision, mais l'esprit qui les animait s'était transformé. L'admiration spontanée laissait place à la compréhension et à la stratégie. Chaque geste, chaque révérence, chaque position à table continuait de structurer les relations, mais désormais c'était l'intelligence sociale et la maîtrise de l'étiquette qui guidaient les courtisans plus que la crainte ou la fascination. Dans tout le royaume, l'influence de Versailles demeurait omniprésente. Les intendants, héritiers directs de l'organisation centralisée de Louis XIV, veillaient à l'application des lois, à la collecte des impôts et à la discipline des provinces. Mais la société évoluait. Le commerce, l'artisanat et l'influence croissante de la bourgeoisie introduisaient des forces nouvelles qu'un pouvoir basé uniquement sur la hiérarchie et la proximité du monarque ne pouvait plus contrôler sans adaptation. L'absolutisme, pour rester efficace, devait désormais intégrer ces réalités nouvelles et composer avec elles. Versailles, monument figé mais vivant,
symbolisait cette tension permanente, grandeur et contrôle d'un côté, complexité et transformation de l'autre. Les jardins et fontaines, impeccables et géométriques, représentaient l'ordre imposé par le roi, mais leur perfection formelle contrastait avec la mobilité des esprits et la diversité croissante du royaume. L'art, la musique et les cérémonies continuèrent de servir à glorifier l'État, mais aussi à enseigner, à former et à rappeler la cohésion nécessaire pour maintenir l'absolutisme dans une société en mutation. Ainsi, l'héritage du roi Soleil perdurait, un pouvoir centralisé, éclatant et structurant, mais confronté aux forces du temps, de l'économie et des aspirations humaines. Versailles restait le témoin majestueux de cette période, symbole d'une autorité qui avait su dominer par la force et la lumière, mais qui devait désormais naviguer dans les eaux complexes d'un royaume plus divers et plus exigeant. L'absolutisme continuait, non plus comme un simple commandement, mais comme un art délicat d'équilibre entre pouvoir, mémoire et adaptation. Le temps avait lentement transformé Versailles en un lieu de mémoire autant que de pouvoir. Chaque salle, chaque galerie, chaque jardin était chargé de l'histoire d'un règne qui avait voulu concentrer tout l'État autour d'un seul homme, le roi Soleil. Par sa volonté, son intelligence et sa majesté avaient façonné la France comme un organisme unique, centralisé et discipliné. Mais cette centralisation si efficace dans sa jeunesse révélait désormais sa complexité. Un pouvoir si concentré devait trouver des moyens pour survivre après l'homme qui l'incarnait. La cour continuait de suivre les règles établies, mais elle n'était plus animée par la même ferveur. Les nouveaux courtisans, éloignés de la présence directe du roi, apprenaient à maîtriser les codes, à anticiper les désirs et à naviguer dans un univers où l'autorité était autant symbolique que réelle. L'absolutisme ne disparaissait pas, mais il se transformait. Il devenait une culture, un ensemble de pratiques et de souvenirs, un héritage à comprendre et à préserver. Dans le royaume, la France était forte, centralisée et organisée, mais elle se préparait déjà à l'évolution. Les institutions, la bureaucratie et les mécanismes de contrôle conçus par Louis XIV continuaient de fonctionner, mais ils devaient désormais composer avec la mobilité sociale, la croissance économique et l'éveil intellectuel de nouvelles générations. L'absolutisme n'était plus seulement imposé, il devait être interprété, adapté et justifié. Versailles demeurait le symbole éclatant de cette époque. Ses dorures, ses miroirs, ses fontaines et ses jardins parfaits reflétaient à la fois la gloire du roi Soleil et la complexité du pouvoir qu'il avait créé. Le palais n'était plus seulement un théâtre du contrôle, il était devenu le miroir d'un héritage, la mémoire d'un règne où le pouvoir avait atteint son apogée et où la France avait été façonnée pour longtemps. Ainsi se refermait l'histoire de l'absolutisme à Versailles, un règne de lumière et d'ordre, d'ambition et de grandeur qui laissait derrière lui un royaume profondément transformé et un palais éternellement chargé de mémoire. Le soleil s'était couché sur la France de Louis XIV, mais son éclat continuait de briller à travers les siècles, dans chaque pierre de Versailles et dans chaque institution qui avait survécu à son passage.